Il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour connaître un exotisme réel. Au large de la côte française, la côte normande du Cotentin, entre 20 et 50 km, se trouve l'archipel des îles anglo-normandes. Jersey, Guernsey, Sark, Aurigny et les îlots des Minquiers. Des endroits étonnants par leur histoire, leur statut politique, leur style de vie. On est dans un monde qui paraît britannique, mais qui est aussi très français, ou plus exactement très normand. Car là-bas, dans ces îles, lorsqu'on boit un verre, il n'est pas rare qu'on boive à la santé de la mémoire du grand-duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. En fait, Jersey et Guernsey sont originaux à tout point de vue. D'abord, il y a un climat très doux grâce au Gulf Stream, donc les îles sont fleuries pratiquement toute l'année, mais la date que nous avons choisie, le mois de juin, est particulièrement bien trouvée parce que, comme l'a dit Victor Hugo, les îles sont un jardin en pleine mer. Lui qui prétendait que ces cailloux français de l'Angleterre n'avaient pas été ramassés par la France. Les îles anglo-normandes ne font pas partie du Royaume-Uni. Elles font partie de la Grande-Bretagne. C'est une sorte d'extension territoriale de la Grande-Bretagne. Elles sont gouvernées par ce qu'on appelle des bailliages, des parlements élus au suffrage universel. Et ces parlements s'occupent de la vie intérieure des îles. Toutes les questions de la vie quotidienne sont gérées par les Iliens. En revanche, les questions de défense et de politique étrangère sont réglées par le cabinet britannique. C'est une histoire étonnante et qui a été très bouleversée au XXe siècle. En 1914, les Iliens se sont engagés aux côtés des troupes de l'Empire britannique à la demande du roi George V. Et ils se sont battus très courageusement. Mais en 1941, la situation était très différente. Pour envahir l'Angleterre, pour la mettre à genoux, Hitler a décidé d'occuper les îles anglo-normandes. Et on peut dire que c'est même le seul territoire d'obédience britannique qui fut occupé par l'armée hitlérienne. Ça a été assez dur, c'est devenu une plateforme de l'espionnage, où il s'est passé des histoires extraordinaires que nous évoquerons. Avec cette révolution, Hitler avait décidé qu'on ne conduirait plus à gauche, mais à droite, comme sur le continent européen. Les îles anglo-normandes, comme beaucoup d'îles, ont toujours inspiré des génies, des écrivains, des musiciens, des peintres. Et bien sûr, c'est le cas de Victor Hugo. Alors Victor Hugo, il faut le rappeler, n'a pas été pourchassé par Napoléon III. Il s'est exilé lui-même. Et à mon sens, surtout parce que Napoléon III n'a pas fait de lui un conseiller ou un ministre. Il faut dire que pendant la campagne de l'élection présidentielle du prince Louis-Napoléon Bonaparte, notre premier président de la République élu au suffrage universel, et qui sera président de 1848 à 1852, Victor Hugo avait eu ce mot en allant à l'Élysée, « Bonaparte, ce n'est pas un nom, c'est une idée ». Il l'avait donc soutenu, fasciné par le neveu du grand empereur. Mais, n'aimant pas le coup d'État, via la Belgique, il se réfugie d'abord à Jersey, et puis il sera obligé d'émigrer à Guernsey parce qu'il aura dit du mal de la reine Victoria, et on est un peu moins royaliste à l'époque à Guernsey qu'à Jersey. C'est à Guernsey qu'il va s'installer dans une maison que nous visiterons, Hauteville House, et c'est là qu'il va écrire un de ses monuments littéraires qui vont ajouter à sa gloire Les Misérables, que tous les Français vont lire en feuilleton d'abord et vont s'arracher des exemplaires après pour la grande gloire du père Hugo. Mais en même temps, lorsqu'il se promène sur la côte de granit battue par les grandes vagues, dans une lumière extraordinaire, il verra le travail des pêcheurs, le travail dur, pénible, très aléatoire, dangereux. Et il va s'en inspirer pour des passages entiers de son autre grand roman, Les Travailleurs de la mer. Donc le souvenir de Victor Hugo, de sa vie compliquée, de sa vie politique, de son exil volontaire, de ses amours difficiles, de ses drames, la perte de sa fille, tout cela, nous l'évoquerons dans ce décor
qui a très peu changé. Ce qui est très amusant dans les îles anglo-normandes, c'est qu'il y a des habitudes qu'on ne voit plus sur le continent. Vous pouvez savoir qu'il est midi lorsque vous verrez sortir des bureaux, et notamment des banques, des gens très bien habillés, bien coiffés, avec des hommes avec une cravate, une chemise, pas du tout le laisser-aller touristique, parce que les îles qui ne font pas partie, au sens propre, de l'Union européenne, ont un régime fiscal très avantageux qui a attiré un certain nombre de sociétés, de places financières, et pour le shopping, pour les gens qui nous accompagneront, c'est un paradis parce qu'il n'y a pas de TVA. Donc, les îles anglo-normandes vous apportent un dépaysement merveilleux, y compris dans la cuisine, y compris dans la langue, qui est un mélange de dialectes français. On parlait surtout français jusqu'au début du XXe siècle, maintenant c'est très mélangé, il y a même des expressions canadiennes. C'est donc très pittoresque, on a l'impression d'être très loin, et on est tout près de la France.